Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, on va aborder une pathologie récemment décrite, une maladie considérée encore comme rare, qui est donc le syndrome VEXAS. Le syndrome VEXAS aujourd'hui donc est une pathologie qui s'est rapidement structurée en France au sein de différents groupes en termes de French VEXAS Study Group on vous montrera là ici certaines données également issues donc de cette première collaboration multidisciplinaire française. Le syndrome de VEXAS a été décrit très récemment, dans les années donc 2020, par nos collègues américains et représente donc un acronyme qui est V pour vacuole, E pour l'enzyme ubiquitine UBN1, X parce que cette enzyme, ce gène de cette enzyme est situé sur le chromosome X et cela se manifeste cliniquement par un syndrome auto-inflammatoire. Dans cette première étude donc originale de patients, donc 25 patients décrits avec le syndrome de VEXAS, on peut voir premièrement qu'il s'agissait d'hommes dans cette première étude initiale, qu'il s'agissait de personnes avec un certain âge, en tout cas plus de 45 ans, que ces patients avaient majoritairement donc un syndrome fébrile associé à une atteinte cutanée, des lésions d'un type infiltrapulmonaire, des chondrites, une thrombose veineuse récidivante, et donc sur le plan biologique, une anémie macrocytaire avec la présence donc de vacuoles sur le myélogramme. Il y avait donc un autre élément majeur sur le plan biologique qui était la présence donc toujours d'un syndrome inflammatoire. Et vous voyez que ces patients étaient potentiellement classés dans d'autres situations éventuelles telles qu'on les connaît, comme la polychondrite, le SWIT, et qui avaient donc des pathologies hématologiques associées. Ce premier travail avait donc décrit ce syndrome avec un phénotype clinique tel qu'on l'a décrit là et qui est résumé de nouveau ici, avec une fièvre récurrente, l'atteinte de la peau, le poumon, les chondrites, la thrombose veineuse, un syndrome inflammatoire, une anémie macrocytaire, et associé donc à la mutation donc d'UBN1 chez les hommes et dans un certain nombre de cas associés donc à une maladie hématologique, le syndrome myélodysplasique de façon le plus habituelle ou dans certains cas donc MGUS ou le myélome indolent. Depuis cette première démonstration de cette pathologie, il y a eu donc une extension, tout d'abord, donc du phénotype clinique. Premièrement, des descriptions, certes rares, mais donc de façon très claire, de syndrome VEXAS chez les femmes. Il s'agit donc du fait qu'il s'agit d'une pathologie liée à l'X, de femmes qui ont donc une monosomie. Dans la majorité des observations, une monosomie X, donc acquise dans le contexte d'un syndrome myélodysplasique. Il n'y a pas aujourd'hui de données suffisantes pour savoir s'il y a un phénotype particulier chez les femmes, mais semble probablement être assez proche de ce qu'on observe chez les hommes. Et donc, le syndrome de VEXAS doit être aujourd'hui également être recherché chez les femmes, en particulier devant un tableau, bien sûr, évocateur. Donc, en ce qui concerne maintenant les éléments cliniques, donc la chondrite qui est un élément marquant du syndrome de VEXAS, chondrite qui est donc sémiologiquement finalement une situation assez rare, habituellement décrite dans deux grandes situations qui sont la polychondrite atrophiante et éventuellement la GPA. Et donc le French Group, VEXAS Group a donc analysé les chondrites en analysant donc la cohorte française en comparaison avec une cohorte donc de polychondrite atrophiante idiopathique. Vous voyez ici les données donc d'une quarantaine de patients dans chaque groupe. Vous voyez que les éléments marquants qui doivent évoquer finalement un VEXAS sous-jacent dans un tableau initialement évoqué comme une possible polychondrite atrophiante, c'est bien sûr le sexe masculin. C'est bien sûr la présence d'une fièvre, vous voyez, qui est finalement assez rare au cours d'une polychondrite atrophiante idiopathique. C'est cette atteinte cutanée dont la fréquence est absolument importante et doit attirer l'attention. Et puis c'est donc la présence bien sûr d'une maladie hématologique associée. C'est aussi également l'évolution, et ça c'est assez vrai pour la majorité des malades VEXAS, c'est donc cette évolution avec une difficulté d'obtenir une rémission, avec une nécessité habituelle d'avoir donc déjà
des agents d'épargne cortisonique, et avec, vous voyez, cette difficulté finalement d'avoir une réponse thérapeutique qui est de presque 95% chez les malades avec une forme idiopathique, donc, et uniquement finalement un malade sur 5 en cas de vexas associé. Les données sur l'attente cutanée se sont également beaucoup élargies. Donc initialement, c'est la dermatose neutrophilique, bien sûr, qui était l'un des phénotypes cliniques les plus importants. Vous voyez ici quelques données de nos collègues dermatologues, donc de l'hôpital Saint-Louis. Vous avez une certaine variété de la présentation clinique qui va donc de papules, de macules, de lésions même de livédo, de lésions très importantes. C'est un autre élément extrêmement habituel qui est donc les réactions au point d'injection. Et vous voyez que ces différentes lésions, il a été démontré qu'il y a bien la signature UBA1 au sein de ces atteintes cutanées et qui permet donc finalement, dans ce contexte, bien sûr, les attacher au syndrome Vexas. Vous voyez ici ces données qui ont également été analysées donc chez les patients qui avaient été initialement classés comme des vascularites leucocytoclasiques. Et vous voyez que quand il y a une relecture extrêmement particulière, on montre en fait qu'il ne s'agit pas véritablement de lésions de vascularite, mais qu'il s'agit donc des lésions avec voilà, des prédominances de certaines populations lymphocytaires et avec donc la présence, quand on la cherche, de la mutation UBA1. La présence de cette mutation peut être extrêmement importante pour éventuellement classer l'attente cutanée qui ne semble pas être très spécifique d'aspect sémiologique pour la rattacher donc au syndrome Vexas. Et vous voyez ici cette énorme variété des différentes atteintes cutanées décrites à ce jour qui vont donc de simples lésions cutanées à l'angioëdème, aux formes d'œdèmes périorbitaux, aux masses éventuellement périorbitaires. Vous voyez les différentes situations histologiques également décrites aujourd'hui et donc globalement le message principal est que devant une attente cutanée, dans une suspicion de syndrome de Vexas, quelle que soit l'attente cutanée, on peut donc éventuellement évoquer le syndrome Vexas si le contexte clinique est évocateur et rechercher en cas de doute la mutation du UBA1 directement sur la peau. Le groupe français a également analysé pour la première fois l'attente pulmonaire. L'attente pulmonaire initiale décrite était celle donc de lésions de type infiltrat pulmonaire et Raphaël Bory, sous sa direction, donc le travail français, a regardé dans la cohorte française les caractéristiques et le pronostic surtout de cette attente pulmonaire. Premier élément important, un malade sur deux peut se plaindre donc d'une dyspnée, de la toux, mais finalement peu de malades ont besoin d'oxygène, donc peu sont oxygénés requérants, peu finalement présentent une attente pulmonaire qui est grave. Ça, c'est donc un premier message important. L'attente cutanée est plus un marqueur éventuellement diagnostique que finalement pronostic. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas de différence en termes de survie quand on compare les malades avec ou sans attente pulmonaire. Sur les caractéristiques même maintenant de l'attente pulmonaire, vous voyez ici qu'il s'agit toujours d'une attente parenchymateuse, que différents aspects de maladies infiltrantes interstitielles sont décrits, que vous pouvez observer ici, mais que également il peut y avoir donc une attente des séreuses, avec un particulier, vous voyez ici que l'attente pleurale peut s'observer chez un malade sur deux, quasiment, qui a également des lésions de type péricardite, qu'on peut observer donc des adénopathies médiastinales, habituellement symétriques, habituellement non nécrotiques, et vous voyez aussi également ici l'extension des lésions qui est finalement rarement importante. Vous voyez qu'aucun malade dans notre série, en tout cas, n'avait une extension de plus de 50%. Cela donc redonne de nouveau ce message que c'est une signature où il faut potentiellement évoquer le Vexas en cas de contexte particulier, surtout s'il y a bien sûr un syndrome inflammatoire associé, mais qu'au final, pour le moment en tout cas, cette attente pulmonaire ne semble pas être ni extensif, ni grave sur le terme, en termes de pronostic, en tout cas initial. Vous voyez ici donc l'autre élément extrêmement important. Ici vous avez donc trois scanners, donc trois évolutions qui montrent donc les différents patterns potentiels. Vous voyez, rien de très très spécifique, mais l'élément extrêmement important, c'est que vous voyez chez ce malade avec donc un vert dépoli sur le schéma de gauche, une disparition complète donc très rapidement, à moins de 2 mois, sous cortisone de lésions pulmonaires, ce qui somme toute n'est pas souvent très habituel dans le contexte des pneumopathies interstitielles, on va dire de type
type PINS. Souvent, la disparition des lésions radiographiques est probablement un peu plus retardée. Donc, c'est un élément important à considérer. On peut donc nettoyer les lésions pulmonaires. Vous voyez ici, de l'autre côté, une rechute pulmonaire avec de nouveau la réapparition des lésions à l'arrêt de la corticothérapie. L'autre point, c'est l'atteinte articulaire. L'atteinte articulaire est aujourd'hui peu décrite. Il n'y a pas de cohorte et de série décrivant les caractéristiques de cette atteinte articulaire. Cette atteinte articulaire, aujourd'hui, voilà deux présentations un peu particulières. Habituellement, l'atteinte articulaire est celle d'arthralgie, pouvant s'être associée avec quelques synovites, habituellement non érosives et séronégatives, sans atteinte axiale. Mais vous voyez ici deux observations qui ouvrent quand même ce spectre, avec ici donc un tableau tout à fait caractéristique de Vexas, avec des chondrites ensuite, une thrombose veineuse, syndrome inflammatoire, la mutation UBR1, avec ici donc une arthrite qui est donc érosive. Et à droite, vous avez là encore un patient qui a un tableau assez caractéristique donc de Vexas, avec une UBR1 positive, mais qui a un tableau de spondylarthrite du sujet âgé, tout à fait caractéristique, avec un syndrome inflammatoire extrêmement important. Et aujourd'hui, donc, ce sont potentiellement de nouveaux patterns dans lesquels on doit également évoquer donc le syndrome de Vexas. Enfin, l'autre question est le syndrome de Vexas est-il associé à une immunodéficience en termes, en tout cas, de prédisposition à un risque infectieux, donc à la susceptibilité, en dehors bien sûr de tout traitement immunosuppresseur initial, à présenter donc des infections bactérielles et ou virales. C'est une donnée aujourd'hui qui n'est pas encore clairement statuée. Dans la majorité des données aujourd'hui, les malades bien sûr présentent des infections, mais il s'agit souvent des malades qui ont une longue histoire d'immunosuppresseurs. Voilà pour le moment une des rares observations initiale où il n'y a aucune thérapeutique immunosuppressive, où donc le patient se présente dès le départ avec une infection pulmonaire à Serratia figes, puis quelques semaines plus tard avec une légionellose grave nécessitant une intubation, un transfert en réanimation, et qui révèle finalement chez ce patient, qui par ailleurs va présenter donc un tableau de fièvre récurrente avec un syndrome de Sweet et donc des chondrites, un diagnostic tout à fait habituel de Vexas, mais qui se présente donc initialement typiquement par des infections récidivantes sans aucune immunosuppression initiale. Les données sont aujourd'hui, les travaux sont aujourd'hui en cours pour savoir si finalement il y a ou pas une immunodéficience potentielle dans ce syndrome de Vexas, mais pour le moment donc les données ne sont pas parfaitement statuées sur ce point. Et enfin, comme toute pathologie auto-inflammatoire ici donc acquise, on s'attendait bien sûr à la possibilité d'amylose A, et donc il y a quelques observations aujourd'hui, rares pour le moment, d'amylose A chez les malades dont le diagnostic de Vexas a finalement été posé, souvent donc a posteriori, chez les patients avec une longue histoire donc de polychondrite, ici par exemple réfractaire. Et voilà aussi pour résumer ici, je remercie ici donc Sophie Georgien Lavial qui a fait cette très belle diapo qui résume donc ce qui doit nous frapper finalement, ce qu'on doit retenir. Ici ce sont des prévalences de chaque attente au sein de notre cohorte française et qui doivent donc nous inciter à rechercher le syndrome de Vexas et donc demander la mutation BUN1. Vous voyez que dans notre cohorte, la prévalence de fièvre est inférieure à ce qui est observé quasiment dans la quasi-totalité des patients dans la série de nos collègues américains initiales, mais que donc la fièvre, l'attente cutanée, l'infiltrat pulmonaire, la polychondrite bien sûr, la thrombose, l'élargissement à certaines d'autres manifestations telles que les adénopathies en syndrome tumoral sans bien sûr lymphome ou maladie hématologique associée, certaines attentes inflammatoires de type E et inflammatoire, et bien sûr toujours pour le moment l'anémie macrocytaire et la CRP sont vraiment le paysage aujourd'hui du syndrome Vexas. Et vous voyez ici donc finalement en bleu les données cliniques qui ont étendu ce phénotype clinique initial. Vous voyez ici donc l'attente cardiaque inflammatoire avec des péricardites, des myocardites, donc ce syndrome tumoral potentiel avec des polyadénopathies, une hépatosplénomégalie, cette atteinte inflammatoire oculaire à type d'uvéite, sclérite, épisclérite, des masses orbitaires, cette attente digestive avec un tableau pseudochrone avec des perforations, l'attente neurologique centrale et neurologique périphérique, assez habituelle dans ce que nous observons dans nos maladies dites immunitaires, et enfin bien sûr cette attente cutanée dont on a vu toute la richesse de la présentation clinique.
Sur le plan donc biologique, enfin, il s'agit donc d'une anémie macrocytaire. Il y a quelques observations aujourd'hui avec une macrocytose isolée, mais pour le moment, dans la grande majorité des cas, il s'agit vraiment de l'existence d'une anémie macrocytaire, mais on peut se demander si dans les formes à diagnostic initial ne peut probablement avoir que des formes avec macrocytose. On peut observer donc certaines anomalies assez habituelles au frottis de ce qu'on peut observer dans les MDS, des neutrophiles, et surtout bien sûr la présence des vacuoles. Aujourd'hui, on considère que les vacuoles ne sont pas forcément obligatoires au diagnostic, peuvent être absents probablement chez certains malades, et qu'au final, il ne faut pas absolument éliminer le diagnostic de VEXAS en cas d'absence de vacuoles, et dans toute situation de suspicion clinique suffisamment forte, la mutation du BRCA1 doit être recherchée. Donc voilà le paysage actuel, le phénotype clinique et biologique du syndrome VEXAS. C'est le deuxième élément important, c'est l'association à certaines maladies hématologiques qui est tout à fait habituelle. Vous voyez que dans notre série française, probablement néanmoins par un certain biais du fait que le groupe Minemon est un groupe associant les hématologues et les internistes, on retrouvait néanmoins quasiment un malade sur deux avec un syndrome myélodysplasique sous-jacent. Le MGUS était présent chez les malades, mais tous les malades qui avaient donc par ailleurs une autre maladie hématologique. Il y a aujourd'hui également quelques cas de LMMC décrites et vous voyez que finalement on est un petit peu plus important en termes de prévalence de ces maladies hématologiques associées que l'observation initiale américaine, mais il faut garder en tête que la description et des fois la limite entre le VEXAS et le SMD sur les caractéristiques du myélogramme peut être difficile et nécessite le plus souvent véritablement une relecture par un expert. Voilà aujourd'hui les différents phénotypes, génotypes décrits, donc les mutations au centre du BRCA1, où il a été récemment également donc décrit des mutations au site d'épissage du splice. Et vous voyez donc là ici la prévalence des différentes mutations avec voilà les plus fréquentes étant la MET41 thréonine. Nous avions donc analysé pour essayer de voir s'il y a des malades éventuellement qui pouvaient se organiser un cluster particulier clinico-biologique. Vous voyez ici cette description française qui avait montré donc trois profils cliniques. Un profil, le cluster 3, assez proche de ce qu'on observe dans les artérites gigantocellulaires du sujet âgé, des patients âgés avec une perte d'altération d'état général, la présence de lésions évoquées comme vascularite cutanée, beaucoup moins d'autres manifestations, en particulier de chondrite ou d'infiltrat, et avec une CRP particulièrement élevée. Un deuxième cluster qui était celui du malade avec un syndrome myélodysplasique, avec beaucoup plus proche de la description initiale, avec des chondrites, la fièvre, les infiltrats pulmonaires, mais également dans notre cluster des atteintes gastro-intestinales qui n'étaient pas connues à l'époque, et les atteintes cardiaques. Et enfin le cluster 1, probablement celui beaucoup plus dermatologique, avec principalement donc un tableau clinique d'attente cutanée, avec beaucoup moins d'altération d'état général, beaucoup moins de thrombose, beaucoup moins de syndrome inflammatoire, et donc une association avec la mutation particulière, la M41, Et alors si on regarde maintenant la survie, on voit que bien sûr le cluster avec une maladie hématologique est celui qui a le moins bon pronostic, et c'est assez proche de ce que nos collègues américains ont également mis en évidence. Vous voyez que le meilleur pronostic, c'est finalement le cluster 1 qui était celui donc dermatologique, et pas les clusters avec donc la maladie hématologique bien sûr associée. Enfin, pour le moment, il y a peu de données physiopathologiques, et on est encore sur ces données initiales de David Beck qui avait décrit donc ça dans le papier Pranceps. L'UBA1, il y a donc différents isoformes. Donc là, dans le cas donc de la pathologie, ça va se manifester par une UBA1 particulière qui ne ressemble pas aux isoformes habituelles. Cette UBA1 va donc, ça a été maintenant démontré dans ce premier papier, perdre certaines de ses fonctions, et particulier il perd donc cette fonction cytoplasmique de WN1 qui a un certain régulateur donc de certaines protéines inflammatoires. Et vous voyez qu'ici toujours dans ce papier Pranceps, ce qu'on observe de ce fait du coup est une augmentation. Ici il s'agit de ratio par rapport à la l'UBA1 sauvage. Il s'agit donc de l'augmentation de façon globale de la majorité des signatures inflammatoires qui est véritablement associé ici à cette perte de la fonction cytoplasmique, d'où les BRCA1.
Voilà donc ces premiers éléments et voilà donc l'état actuellement des données de connaissances pour la partie donc clinique du syndrome de Vexas. Merci à tous.